Les Échos des métiers vous est présenté par le bureau des élèves du lycée Michel Montaigne. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le deuxième épisode de l'émission présentée par le bureau des élèves du lycée Michel Montaigne. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis accompagné de Marco Bialeka Daniel, qui est porte-parole du BDE. Et pour ce deuxième épisode, nous avons un invité qui est Monsieur Loïc Capito. Comment vous allez? Très bien, messieurs. Bonjour. Bonjour. Donc, Monsieur Capito, vous êtes un entrepreneur, je dirais même un start-upper. Vous êtes le cofondateur et CEO de l'entreprise Posi. Vous exercez dans le domaine du transport, le secteur de la logistique. Vous allez nous parler de ça un peu plus tard, mais est-ce que vous pouvez vous présenter tout d'abord à nos auditeurs? Alors, je suis Loïc Capito, cofondateur de Posi, l'application qui transforme les véhicules en données, les données en décisions. Donc, c'est une application de tracking. C'est un métier qui consiste à équiper des véhicules de capteurs GPS et de transformer toutes les données connectées en rapports. Donc, nous proposons une application qui, aujourd'hui, connecte pour près de 200 clients, un peu plus de 2500 véhicules au Gabon. Actuellement présent sur Libreville, Port-Gentil, avec une équipe d'une douzaine de personnes. Notre mission, donc, c'est de permettre aux entreprises de bénéficier des meilleurs outils, de prendre des décisions grâce à des logiciels innovants, accessibles. Et notre ambition, c'est donc de devenir l'application la plus appréciée en Afrique d'ici 2030. Et sous le secteur du Gabon, vous possédez déjà, vous avez dit, de nombreux clients, plus de 200. Est-ce que vous pouvez nous citer les principaux? Alors, nous travaillons pour des clients dans différents secteurs, secteur du transport et de la logistique, comme vous l'avez dit, secteur oil and gas, puisqu'on est un pays à forte activité pétrolière, secteur du bois, secteur du BTP. Donc, nous avons des entreprises comme Perenco, des entreprises comme Gespark, du groupe Solvafrique, des entreprises comme BCEG, donc la Banque de l'entrepreneuriat du Gabon, et plusieurs activités donc, dans le transport. D'accord. Bon, on va revenir à vos débuts. Qu'est-ce qui vous a donné envie de suivre cette voie? Alors, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est, on va dire, un mode de vie, puisque je pense que dans mon expérience professionnelle, j'ai été très tôt consultant. Et donc, le choix de travailler pour moi au départ, parce que c'est l'idée que tout le monde se fait de l'entrepreneuriat, est vite devenu en fait un sujet où finalement on travaille pour des clients, on a toujours un patron. Mes rôles modèles ont été d'abord un oncle qui a lancé au Cameroun une société de vente et de logiciels pour le secteur bancaire, auprès de qui je faisais beaucoup d'activités, un peu comme vous, hein, très jeune, je commençais à travailler. Et donc il m'a donné envie en fait de créer quelque chose pour moi. Et lorsqu'il s'est agi de se lancer dans le monde professionnel, pendant mon année de master en finance, j'ai commencé en fait à travailler en tant que consultant, à faire des prestations diverses. Et de fil en aiguille, de la communication au digital, du digital à la tech, aujourd'hui, depuis 2021, la tête de Posi. D'accord. Et au cours de votre carrière, vous avez rencontré de nombreux défis ou pas? Ah oui, bien sûr, comme tout le monde, hein, le défi pour démarrer, il faut croire que c'est possible. Et une fois qu'on démarre, il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut être sûr que le produit qu'on propose, la solution qu'on apporte sur le marché satisfait vraiment les clients. Tout commence et termine avec un client, donc toute entreprise existe pour apporter une solution à un problème existant. Donc il faut être sûr d'avoir bien compris le problème, d'apporter quelque chose qui soit probant et de façon qualitative apporter également un service qui plaît, un service qui soit facile d'utilisation, parce qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de compétition, beaucoup de logiciels existent pour faire la même chose, donc il faut être sûr d'apporter quelque chose de différent. Et c'est la recherche parfois de la différence qui peut être problématique, chronophage, parce que avoir une bonne idée c'est bien, mais pouvoir bien l'exécuter aussi c'est autre chose. Donc le premier défi c'est identifier l'idée. Le deuxième défi c'est être conscient également de ses limites en tant qu'entrepreneur et bien s'entourer, avoir une équipe forte capable de délivrer ce qu'on veut délivrer et effectivement derrière pouvoir fidéliser les clients qui nous font confiance dans la durée. D'accord. Et au démarrage de votre entreprise, quelle était la plus grande peur au moment de la créer? Alors je pense que la peur que tout le monde a, c'est en général la peur de l'échec, qui fait d'ailleurs que beaucoup ne démarrent pas. Mais une fois qu'on démarre, on fait face à des problèmes un peu tout le temps. On est en permanence confronté à des difficultés.
La première, ça peut être effectivement de trouver des clients, donc peut avoir des appréhensions par rapport à son réseau. Ne pas connaître beaucoup de monde sur un marché, ça peut être une limite qui peut faire peur. Mais en réalité, tout au long de la vie de l'entreprise, on se confronte à des difficultés. Donc très tôt, je ne pense pas qu'il faille raisonner en termes de peur. Il faut comprendre que les défis sont permanents et qu'en n'ayant pas forcément les ressources de les relever à tenter, on doit réfléchir à la meilleure stratégie pour les surmonter. Donc bien s'entourer, contacter, demander de l'aide, c'est important. L'entrepreneuriat ne se fait pas seul. Et donc toutes ces peurs mises ensemble, un manque de ressources financières, manque de ressources en termes de réseau, on finit toujours par rencontrer quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Et de fil en aiguille, un peu comme vous qui arrivez ici aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est rencontrés quelque part un jour que vous avez saisi l'opportunité. Et donc tout le monde fonctionne à peu près de la même manière dans l'entrepreneuriat. D'accord. Et vous avez dit que vous êtes allé jusqu'au master. Donc, quelle place la formation a-t-elle eu dans votre réussite? Alors, les compétences techniques sont importantes. Savoir ce qu'est un bilan, comprendre ce qu'est un compte de résultat. Je pense que vous êtes un financier en herbe, je ne sais pas ce que vous faites. Mais il faut avoir des compétences. Dans l'entreprise, il y a un certain nombre de compétences fondamentales, je dirais. Les compétences commerciales sont fondamentales, parce qu'il faut bien pouvoir vendre le produit. Les compétences administratives et financières sont également fondamentales. Il faut pouvoir gérer l'argent. Les compétences techniques sont fondamentales, puisqu'il faut bien, lorsqu'on a un produit ou un service, pouvoir le délivrer. Mais en règle générale, on n'a pas les trois compétences en même temps. On peut en avoir une ou deux sur trois. Et donc, il faut être conscient de ses propres limites pour bien choisir avec qui est-ce qu'on démarre une aventure. Et ça vient au fur et à mesure. Et ça vient à partir du moment où on se pose la question de ce qu'on veut lancer, ce qu'on sait faire, et de qui on a besoin pour le lancer. Donc, pour ma part, les compétences les plus importantes qui ont été utiles pour cette entreprise, c'est essentiellement la communication, la stratégie, la planification financière dans une certaine mesure pour pouvoir faire des prévisions. Et ça, effectivement, je le ressors de ma formation en master finance, comptabilité et mes expériences en tant que consultant en communication et relations publiques. Et vous avez étudié dans quel pays? Alors, je suis allé pour mon lycée en France, à Paris, où j'ai fait des classes préparatoires. Et j'ai terminé donc en école de commerce à Nancy, mais également ici pour terminer mon master à Libreville, à l'Institut de gestion. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà eu une rencontre, un échec ou même un événement qui a profondément marqué votre trajectoire? Oui, bien sûr. On en a tout le temps, de différentes natures. Le dernier en date, si vous voulez, par exemple, quand on était en train de lancer Posi, on s'est dit qu'on allait pouvoir équiper tous les taxis de la capitale. Donc on s'est projeté avec l'idée que tous les propriétaires de taxis qui veulent savoir où est leur taxi utiliseraient Posi. Et donc on a organisé des rencontres avec des propriétaires qui n'ont souscrit pour zéro à notre produit. Donc voilà, c'était un échec parce que en fait, on s'était fait une idée du marché, du besoin qui était absolument loin de la réalité. Donc il a fallu pivoter, aller vers d'autres clients. Et donc, mais c'est de la résilience. Je vais rarement m'appesantir sur un échec. En général, la mentalité d'entrepreneur fait qu'on essaie très vite de passer sur qu'est-ce qu'on en apprend, comment est-ce qu'on doit changer de direction. Et ça devient finalement une certaine façon de fonctionner. Donc l'échec est nécessaire. L'échec est indispensable. D'accord. Et c'est quoi votre plus grande fierté? Donc j'ai vu récemment que vous avez levé, vous et votre équipe, 650 000 € de financement. Est-ce que cet événement peut se représenter comme votre plus grande fierté? Alors, oui et non. Ma plus grande fierté aujourd'hui, je pense que c'est de pouvoir me dire, après 4 ans, qu'on a eu une vision, que cette vision nous porte sur un horizon très long, puisqu'aujourd'hui, on se projette sur 2030, et depuis qu'on a démarré, c'était le cas. 2025, aujourd'hui, mi-parcours, j'ai envie de dire, on avait un certain nombre de points qu'on avait envisagé atteindre, et tous ces points ont été marqués sur un vision board que toutes les équipes de Posi ont aujourd'hui sous le nez en permanence. Se dire qu'on veut arriver quelque part, ça implique d'avoir des étapes
Et une de ces étapes, effectivement, c'était en 2025, non seulement d'avoir levé des fonds, mais également que l'entreprise ressemble à quelque chose, que les hommes qui y trouvent aient grandi, que les compétences qui s'y trouvent soient déployées. Donc, au titre des plus grandes fiertés, je dirais que c'est la levée de fonds, c'est un aboutissement. Mais avant ça, il y a eu quand même les premiers contrats avec des entreprises majors de la place. Je me souviens du contrat avec J-Spark, c'était une réussite parce que nous étions encore à l'époque à 500 véhicules. J-Spark, c'était un gros loueur de véhicules. Donc arriver avec notre petite expérience à convaincre un gros acteur, c'était un gros succès. Donc la signature de partenariat, c'était une vraie réussite. On en a eu d'autres également. Partenariat avec NCA, qui est un groupe panafricain dans les assurances. Voilà. Il y a sur toute la route depuis notre départ un certain nombre de jalons qui ont été chaque année l'occasion de succès. Et cette année, effectivement, le dernier en date, c'est la levée de fonds, puisque ça implique pour nous de pouvoir passer l'étape de nous étendre au-delà du Gabon. D'accord. Bon, alors, monsieur Capito, on va passer désormais à votre vision du travail et de tout ce qui va avec. Alors, aujourd'hui, vous évoluez dans une société gabonaise en pleine mutation, en pleine transformation. Comment est-ce que vous percevez plutôt la nouvelle génération de travailleurs et d'entrepreneurs? Alors, je ne sais pas, parce que je crois que moi-même, je suis dans la nouvelle génération. Je ne sais pas. 40 ans, je ne suis pas si vieux que ça, quand même. Je pense que le monde du travail est affecté profondément par la digitalisation. Aujourd'hui, tout passe et tout est supporté par le digital. Donc, je pense qu'une des choses les plus intéressantes à l'heure actuelle, c'est que l'ensemble de nos métiers sont confrontés en fait à la transformation numérique. Ça veut dire que pour une compétence donnée, en fait, elle est démultipliée. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, je pense que vous l'utilisez certainement dans un cadre, mais voilà, les assistants ont beaucoup plus de capacités. Donc le monde du travail est profondément en révolution à l'heure actuelle. Je pense qu'on ne s'en rend pas compte ici forcément parce qu'on est une économie qui est encore rentière. On a des activités qui sont assez traditionnelles, mais même dans ces activités traditionnelles, les compétences de plus en plus sont impactées par le digital. Donc je pense que c'est un des points forts. Ça donne à nos acteurs locaux de plus grandes capacités, ça donne aux nouvelles personnes qui rentrent sur le marché du travail aussi une plus grande capacité à se mettre en compétition, même à l'international. Donc, je pense qu'on a un contexte qui est assez ouvert, mais encore, j'ai envie de dire, embryonnaire, puisque ça ne se voit pas encore partout. Nous, chez POSI, par exemple, nous recrutons des personnes qui forcément sont digitaux, natifs, et donc ça fait que notre capacité à délivrer des activités commerciales passe par l'importance de comprendre c'est quoi une plateforme, c'est quoi un ERP. Donc je pense que c'est la plus grande transformation à l'heure actuelle et qu'elle touche absolument tous les métiers. Donc dans le cadre de la formation, puisque on est dans un contexte de formation très tôt, de choix d'orientation, je pense qu'il faut intégrer les nouveaux métiers du digital à tous les cursus qui sont déployés. D'accord. Dans votre élément de réponse, vous avez justement parlé de l'économie gabonaise. Alors, selon vous, quelles sont les principales faiblesses du tissu économique gabonais? Alors, les principales opportunités du tissu gabonais, je pense qu'ils ont trait à la chaîne de valeur, enfin les chaînes de valeur de nos activités traditionnelles. Si on prend par exemple le secteur minier, si on prend le secteur pétrolier, ce sont des secteurs où la chaîne de valeur est très bien connue. La chaîne de valeur, en gros, c'est vraiment, on prend le produit brut et on va le transformer jusqu'à ce qu'il sorte du pays ou qu'il soit exporté. Donc on a toute une chaîne de valeur dans laquelle vous allez trouver de la transformation, vous allez trouver les services à valeur ajoutée qui se mettent dessus, des activités support. Donc je pense que la principale opportunité aujourd'hui, puisque c'est notre domaine, c'est le digital. Si vous prenez 10 métiers, sur 10 métiers, il y en a 8 qui sont transformés grâce au digital. Et pour une économie comme la nôtre, en fait, c'est une très grande opportunité parce que c'est un secteur qui ne nécessite pas autant de capitaux, autant d'investissements que les industries classiques.
Aujourd'hui, avec par exemple 650 000 euros, on peut envisager de s'internationaliser. Pour Posy, c'est possible. Mais pour une entreprise qui va fabriquer du savon, par exemple, ou de l'huile, c'est un montant dérisoire. Donc grâce au digital, on a tout un pan de l'économie qui peut émerger réellement, sans nécessiter autant de capitaux, autant d'investissements que des secteurs classiques. Donc je pense que c'est un des grands points qui est encore sous-exploité. On a des infrastructures qui sont très performantes, mais on a encore très peu de services à valeur ajoutée qui se sont mis dessus. Des entreprises qui font de la gestion documentaire, de la numérisation, qui font de l'e-commerce, des fintech. Voilà, il y a beaucoup de choses à développer sur le plan digital. Et je pense que les ordonnances ou l'ordonnance récemment adoptée par le ministère de l'économie numérique et de la digitalisation, c'est un signal positif pour que plusieurs acteurs se mettent dans ce domaine. Pour les autres secteurs, je pense qu'ils sont très bien structurés, qu'ils sont à un niveau de maturité qui fait que la transformation va se faire de plus en plus, puisqu'on veut maintenant transformer le manganèse, transformer un peu plus, raffiner un peu plus le pétrole. Et ça va amener beaucoup plus de valeur sur notre territoire. Là-dessus, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude à me faire, mais je pense qu'il faut qu'on saisisse vraiment tout le pan digital et qu'on nationalise ce domaine-là avec des acteurs comme nous, comme d'autres membres de notre association Tech 241 ou plusieurs acteurs gabonais font du digital. D'accord. Vous avez parlé de structuration, mais aussi de digitalisation. Est-ce que votre startup est, allez, par exemple, un exemple, on en vient alors à se demander comment est structurée votre entreprise? Alors, comme toutes les entreprises, on a une fiche circuit, on va s'enregistrer, on est légalement enregistré, on va se présenter auprès de toutes les administrations. L'entreprise Posy se structure autour du business model Posy. Donc, on a un business model dit SAS, logiciel comme service. On fournit un service qui est vendu comme un abonnement. Le nombre de véhicules connectés par client détermine une facturation. Et donc, nous délivrons ce produit à travers des activités aujourd'hui qui sont les installations de kits GPS avec une équipe commerciale qui va vendre, qui va fidéliser, qui va renouveler, qui va suivre les clients et en support avec des partenaires qui vont nous accompagner sur le volet installation. Donc, on a 3 pôles aujourd'hui. On a un pôle technique dans lequel on va trouver du développement puisqu'on a une application, donc il y a des développeurs. On a un pôle technique parce qu'on a du matériel qu'on intègre, donc il y a ce pôle qui est sous la direction technique. On a une direction donc administrative et financière, comme toute entreprise normalement constituée, avec l'administration, les finances, la comptabilité, la paye. Et on a donc le pôle commercial qui va s'occuper plutôt du client, avec un volet onboarding, enfin un volet prospection, vente et un volet onboarding, expérience client, puisque la plateforme, lorsqu'on est connecté dessus, il faut bien se former, faire des formations, délivrer des reportings, ainsi de suite. Donc ce sont les 3 grands pôles autour desquels nous sommes organisés pour l'instant. Bon, là, vous nous avez parlé du fonctionnement de votre business. On voit avec les différents pôles, mais on voit que tout cela a un coût. Et comment vous avez réussi à financer le début de votre entreprise? Alors sur fonds propres et en commençant avec une toute petite équipe. Posy a commencé avec 2 personnes. D'abord mon associé, moi-même, un partenaire. Et ensuite 3 personnes, puis 5 personnes. Aujourd'hui, après 4 ans, on est 12 personnes. Donc en général, les startups ont un modèle qui permet de tester un produit avec une très petite équipe. Et au fur et à mesure que le nombre de clients et des besoins s'ajoute, on va monter en puissance. Donc 3 en 2021, 12 en 2025 et j'espère d'ici 2030 peut-être une centaine de personnes dans une dizaine de pays. C'est la vision que nous avons. Les Échos des métiers vous est présenté par le bureau des élèves du lycée Michel Montaigne. Alors désormais, nous allons parler de l'engagement et de votre inspiration, monsieur. Alors, premièrement, que signifie pour vous le terme réussir? Alors réussir, ça veut dire quoi? Intéressant. Réussir, pour moi, c'est arriver à déployer ce que Dieu a mis en nous. Je pense qu'on existe tous pour une raison.
Réussir, c'est déjà trouver cette raison. Trouver cette raison d'être, qu'on l'appelle vocation, qu'on l'appelle rêve, c'est comprendre pourquoi on existe et s'engager sur le chemin de ce pourquoi avec tout ce que Dieu a mis en nous comme capacité. Et donc pour moi la réussite elle commence là. Et effectivement le point d'orgue c'est réussir sa vie. Je pense que tout le monde veut réussir dans la vie. Mais je pense qu'il faut s'atteler à réussir sa vie, c'est-à-dire se déployer. Si en moi il y a cette capacité, ce don, ces rêves, c'est réussir à mettre en œuvre tout ça et que ce soit une entreprise, que ce soit une compétence particulière qu'on a cultivée et qu'on développe dans le cadre d'un projet entrepreneurial ou d'une action qui peut être une action sociétale, associative. Je pense qu'il faut tout mettre en œuvre pour réussir à le concrétiser. Donc pour moi, la réussite, elle tient à ce niveau-là. Et vous pensez que vous avez réussi? Alors je ne sais pas, je pense qu'il faut se poser cette question peut-être à titre posthume. Une façon de se projeter, c'est ça, hein. Qu'est-ce qu'à l'orée de ma vie, qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi? Et en général, puisque ce n'est pas à soi-même de répondre à sa question parce qu'on n'y est plus, eh ben, ce serait bien que d'autres personnes puissent répondre positivement. Et pour ça, il faut pouvoir impacter son environnement. Il faut impacter au-delà de sa famille, son quartier, son pays, le monde. Je pense que tout le monde a cette ambition. Et j'ai pas réussi. Mais je pense être sur la route de la réussite, puisque j'ai trouvé des choses intéressantes à faire et que je m'y attelle chaque jour. D'accord. Bon, alors comment on peut rester motivé parfois dans un environnement décourageant? Alors, un environnement décourageant, pour moi, c'est un environnement dans lequel il faut pouvoir se dire une chose. Je vois des contraintes. Je vois des difficultés, je vois des limites. Est-ce que j'ai la capacité d'influencer cet environnement? Et si on réussit à faire bouger même quelques centimètres une ligne, on aura réussi à apporter de la valeur. C'est un peu lié à la question précédente, c'est-à-dire que si l'environnement manque de ce que j'arrive à identifier comme quelque chose d'intéressant, le fait de contribuer à la portée fait que l'environnement va changer. Donc, il faut rester motivé, il faut être sûr que ce qu'on fait va avoir un impact. Et au-delà de l'environnement, c'est les personnes qui s'y trouvent. Je pense que c'est souvent très ambitieux. On a toujours envie de faire changer les choses, mais on peut également impacter les gens. Et c'est plus accessible, je crois, pour chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, de pouvoir impacter, de pouvoir apporter de l'inspiration, de pouvoir apporter de l'encouragement, de la motivation. Et à ce moment-là, l'environnement devient plutôt un endroit où on se déploie, on s'éclate. Et on trouve en fait dans cette plus-value qu'on apporte une satisfaction, tout simplement. D'accord. Est-ce qu'il y a une citation ou un guide philosophique qui vous guide et que vous suivez, par exemple, au quotidien? Oui, au quotidien, je suis celui qui s'appelle Je suis, donc je suis Jésus. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que je partage. Il y en a plusieurs, mais celle que je pourrais partager aujourd'hui, c'est ayez des rêves suffisamment grands pour que Dieu ait sa place dedans. Parce que ça fait comprendre que on existe pour quelque chose qui nous dépasse et que pour réussir à l'accomplir, il faut forcément l'intervention de ce que certains appelleront les destins. Mais la foi que je pratique, me fait le nommer, donc Jésus. Et Dieu, en fait, en association avec l'homme, fait de grandes choses. Donc, je crois que quand on a des grands rêves, on se confronte à ses limites. Et ces limites nous amènent à nous connecter à celui qui n'en a pas, du coup, pour les accomplir.
Et Monsieur Capito, on aimerait avoir des conseils pour nos élèves. Donc, pour vous, si vous pouviez, si vous aviez la possibilité de parler à un élève de terminale ou à un jeune étudiant, quel conseil vous lui donneriez Alors, le conseil que je donnerais, ce serait pour qu'il rentre dans la vie active, par exemple, dans le monde du travail, etc. de s'y confronter le plus tôt possible. Se confronter au monde professionnel. Vous êtes en train de faire une belle émission, vraiment. Je félicite l'initiative, c'est pour Merci. ça que j'ai sauté sur l'opportunité de dire oui. Je pense qu'on avait déjà échangé dans le cadre du Forum des métiers. Et moi-même, j'ai très tôt été confronté au monde du travail. Parce qu'en fait, le travail, c'est ce que tous les êtres humains ont à faire sur Terre. Et contrairement à ce qu'on en dit, je ne pense pas que ce soit un bail, une souffrance, une condamnation négative, parce que c'est grâce au travail qu'en fait on fait changer les choses. Donc le premier conseil que je donne, c'est ça, c'est travailler en ayant conscience que tous les efforts que vous êtes en train de fournir, c'est pour qu'une entreprise voit le jour ou qu'une entreprise en bénéficie. Parce que c'est avec l'entreprise, le travail, que le pays change. Donc, confrontez-vous au monde du travail. Cherchez à faire des stages, cherchez à interagir avec des personnes qui travaillent. Vos parents sont la première vitrine du monde du travail, puisque c'est grâce à leurs efforts que la scolarité que vous pouvez avoir est payée. Et donc, ce sont les premières sources d'inspiration pour comprendre quel est le lot du quotidien. Poser des questions. Moi, j'écoutais beaucoup mes parents plus jeunes, je posais des questions, comment s'est passée ta journée, qu'est-ce que tu as fait? Et puis, si je peux accompagner mon père ou ma mère à son travail, j'y trouve énormément de plaisir. Ça peut être parce que le bureau de mes parents est super beau, ça peut être parce qu'au bureau, il y a un oncle que j'aime bien. Bon, voilà, il faut être curieux, il faut s'intéresser au monde du travail, et puis, une fois qu'on s'y est intéressé, ne plus lâcher. Chercher à faire des stages, être recommandé au fur et à mesure. Donc ce serait vraiment ça. Je pense que le reste, vous cultivez l'excellence, vous avez une très bonne approche, vous êtes curieux déjà de vous intéresser à ce qui se passe autour de vous, vous avez commencé avec le BDE à faire tout ce que vous faites. C'est vraiment louable, je suis très impressionné. Et cette curiosité, il faut la cultiver. Parce que c'est ça qui va faire que vous êtes capable d'aller plus loin que celui qui n'est pas curieux. Celui qui fait pour faire ne fait qu'exécuter sans forcément apporter de valeur. Aujourd'hui, avec la compétition, avec la digitalisation, avec toute la technologie qui fait qu'on se demande est-ce que l'homme a même encore une utilité, ce sont ces notions-là qui peuvent amener un peu plus loin en termes d'impact. Donc, soyez curieux, confrontez-vous au monde du travail et rêvez que vous êtes capable d'apporter quelque chose qui n'existait pas dans l'environnement où vous allez aller. Quel que soit le rôle que vous avez, la fonction, c'est pas une question d'étiquette, c'est vraiment une question de ce qu'on met sur la table. Et ça, je pense qu'il faut le comprendre très tôt et le garder pour ne plus le perdre. D'accord. Et en parlant de confrontation au monde du travail, lorsqu'on crée une entreprise, généralement, on va commencer à recruter des employés, à recruter de la main-d'œuvre, etc. Selon vous, comment on fait pour recruter les bonnes personnes? Est-ce qu'on a forcément besoin d'un RH ou pas? Alors pour recruter, il faut effectivement des ressources humaines, c'est important. Il faut comprendre que la richesse d'une entreprise, elle est créée grâce aux hommes qui y travaillent. Donc le client, c'est le service qui est acheté, mais la ressource humaine, c'est la force de travail. Donc il faut avoir une approche qui soit alignée avec ses valeurs. Je recrute dans mon équipe parce que j'ai des valeurs. Et en tant qu'entrepreneur, en tant que responsable d'entreprise avec des valeurs, je veux que cette équipe puisse non seulement bien s'entendre, mais bien faire son travail. Donc, pour ce qui concerne le recrutement chez Posi, nous avons une culture d'entreprise qui se résume à « nous sommes en mission ensemble », qui s'appuie sur 4 piliers. Être focalisé sur le client, être audacieux, apporter du changement et refuser le statu quo. Et ces 4 piliers, on les traduit en fait en habitudes. Ce sont des habitudes qu'on doit avoir. Et quand on recrute, en fait, on recrute sur la base de ça. La bonne personne au bon endroit, ça veut dire le bon poste, et ça veut dire la personne qui a les bonnes valeurs, au-delà des bonnes compétences. Donc c'est la façon qu'on a de constituer notre équipe. Et donc on le fait de façon classique avec
une offre d'embauche, une annonce pour le recrutement, une fiche de poste. Une fois que la fiche de poste est faite, les entretiens et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est la partie mécanique. Mais la partie, on va dire, le contenu humain, voilà, ce sont les valeurs qui déterminent le tout. D'accord. Et bon, pour finir, pour vous, quelle place occupe l'innovation dans votre vision du futur de l'entreprise gabonaise? Alors, en tant qu'entrepreneur tech, j'ai envie de dire, c'est le mot d'ordre, en fait. Dans nos valeurs, on a le refus du statu quo et l'audace. Je veux dire qu'on encourage l'innovation, on recherche l'innovation. Pour nous différencier, il faut qu'on puisse mettre sur le marché des innovations. Donc, l'innovation est au cœur même de l'entreprise. Quelque part, c'est écrit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est que la même chose est présentée de façon différente en permanence. Donc la différence en question, c'est l'innovation. Aujourd'hui, on a des petites bouteilles d'eau devant nous. Il fut un temps où c'était des jarres en terre cuite. On boit toujours de l'eau depuis que l'homme est homme, mais on la boit sous des formes différentes. Donc il faut être capable d'innover. Et pour innover, il faut être au contact et à l'écoute des clients, au contact, à l'écoute du marché. C'est ce qui fait qu'on réussit à créer de la valeur. C'est ce qui fait aussi que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, vous allez être en mesure de créer un business qui peut-être existait déjà aux yeux des autres, mais qui est délivré différemment. Et on a beaucoup d'exemples, même ici au Gabon, d'innovation. Vous prenez Tartare, c'est une maman gâteau qui vendait des gâteaux au bord de la route, et puis on a un monsieur qui a décidé qu'il allait faire ça avec une sauce différente. Voilà, c'est une innovation. On mange des beignets tous les jours, mais on les mange différemment. Donc innover, c'est simplement se dire, ok, aujourd'hui, je peux acheter mon produit de telle manière, je peux le vendre de telle manière, et on le fait. Donc je crois qu'il faut rester innovant, il faut cultiver l'innovation, il faut encourager aussi l'innovation. Et elle joue un rôle important pour le Gabon parce que dans le concert des nations, dans la compétition globalisée, un pays qui ne cultive pas l'innovation a perdu la course d'avance. C'est l'innovation qui réussit à faire qu'on rattrape un certain nombre d'années. Et lorsqu'on regarde la Chine, l'Asie, qui sont des pays qui ont d'abord copié et qui ensuite ont innové, on se rend bien compte que l'innovation fait la différence aujourd'hui. D'accord. Et vous, comment cette idée, on peut dire innovante, du fonctionnement de votre entreprise, donc avec les traceurs GPS, comment vous l'avez trouvé? Alors, je l'ai trouvé parce qu'on a échoué, on a raté un produit. À l'époque, c'était un produit d'écran connecté dans les taxis. Donc, l'idée première, c'était de diffuser de la publicité dans des écrans. Et ces écrans devaient circuler dans tous les taxis de la ville. Et en fait, c'est un produit qui ne s'est pas très bien vendu. C'est un produit qui n'a pas marché à la hauteur escomptée. Et donc, c'était un échec commercial. Et cet échec commercial, lorsqu'on a décidé d'arrêter, on a regardé, comme pour tout échec, il y a eu des choses qui ont fonctionné, il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné, il y a eu des raisons pour lesquelles on a raté, il y a eu des raisons pour lesquelles on peut éventuellement améliorer les choses. Et quand on faisait la liste en fait de tout ce qui restait de positif, la géolocalisation du contenu, donc la géolocalisation, était un sujet qui avait l'air intéressant. Donc on s'est intéressé à la géolocalisation et partant de là, on s'est intéressé à ce que la géolocalisation peut apporter à une entreprise. Et en fait, c'est comme ça qu'on est tombé sur la proposition de valeur d'apporter de l'analyse, en plus de la géolocalisation, c'est prendre des décisions. Est-ce que je ne peux pas économiser un peu d'argent grâce à ce genre d'application si je suis un directeur financier, par exemple? Et partant de là, ces questions ont amené à développer le produit qui existe aujourd'hui et qui, on touche du bois, continuera d'exister encore dans 10 ans parce qu'on cherchera toujours à faire différemment ce qu'on fait tous les jours. Et ce produit, vous le fabriquez dans quel pays? Tout est conçu ici au Gabon. Au Gabon. C'est une plateforme gabonaise développée par une équipe 100% basée au Gabon. Et donc la technologie, on en est propriétaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on a importé, qu'on revend avec un logo différent. Tout est fait maison, comme on dit. Développé ici, marketé ici, créé ici, designé ici, commercialisé ici. Bon, maintenant aussi dans d'autres pays, mais c'est du design et développe au Gabon, ça.
Donc, vous comptez vous expandre un peu à l'international? Oui, bien sûr, il faut aller au-delà des frontières. Il faut aller au-delà des frontières, il faut arriver dans 10 pays en Afrique d'ici 2030. C'est notre objectif. D'accord. Bon, je pense ce sera tout. On a posé toutes les questions. Bon, Monsieur Capito, je vous remercie encore de nous avoir laissé un peu de temps pour réaliser cet entretien. Donc, je remercie aussi tous les auditeurs et auditrices qui nous regardent, qui nous ont regardés jusqu'à la fin. Et voilà, c'est tout. Félicitations pour ce beau contenu et puis longue vie à ce que vous avez commencé. C'est une initiative Merci. qui doit faire que croître, jamais terminer. Merci à vous. Merci à vous.